colonialisme l'avait rendu infirme. Mais belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il envie. L'Afrique se réveille, se déchire la couverture, elle voit tout de merveilles. Alors, nous allons prendre notre premier invité. Il s'agit de M. Thierry Katembwe. Il est ingénieur en construction de l'Université de Lubumbashi. Donc, c'est un pur produit de la science congolaise, parce qu'il est issu de l'Université de Lubumbashi. Et puis, il est également coordonnateur principal du projet Extension de la ville de Kinshasa. Vous savez, chers téléspectateurs, la ville de Kinshasa, la capitale de notre pays, est devenue une mégapole où les gens se bousculent parce que les espaces où sont concentrés les gens, ces espaces-là sont devenus trop exigus. Pourtant, il y a encore de l'espace qui n'est pas habité. Donc, avec lui, on va parler donc de la faisabilité du projet Extension de la ville de Kinshasa. Encore une fois, bonjour, M. Thierry. Bonjour, M. Dieudonné Ngouba. Bonjour, M. Thierry. Bonjour, madame. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau parce que c'est un projet qui tient à cœur à tous les Kinois. Et comme je l'ai dit, il faut que les espaces inhabités par la ville de Kinshasa soient occupés. Alors, tout de go, je voudrais savoir de qui est ce projet. Déjà, d'abord, c'est plutôt moi qui ai un plaisir et un honneur d'être ici à la chaîne nationale et en plus devant des aînés que nous avons suivis depuis de longues années. Merci. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être en face de vous. Voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je pense que la nécessité d'étendre la ville de Kinshasa n'est plus une question, c'est une nécessité quasi urgente. On n'a pas besoin d'avoir une capacité d'analyse élevée pour comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un espace totalement exigu. La promiscuité est devenue notre quotidien. Le manque d'urbanisation est devenu un fait qui ne fait que s'accroître. Et pas pour faire peur, mais je vous informe que selon plusieurs études des Nations Unies, en 2030, il y aura une explosion exponentielle à Kinshasa. C'est une étude qui est faite par rapport à la jeunesse qui grandit. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est absolument rien à ce que nous allons vivre dans 5 ans. Si évidemment les choses ne changent pas, mais elles vont changer justement. Elles vont changer puisque avec le projet d'extension de la ville de Kinshasa, notre devoir, une mission urgente est de pouvoir déconcentrer la ville, créer une nouvelle urbanisation. Ce projet est un projet étatique. C'est notre coordination que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, émane du gouvernement. C'est un cadre institutionnel qui a été mis en place au courant de l'année 2024. C'est émane du gouvernement central. Du gouvernement central, exactement. Ça émane du gouvernement central et avec un comité de pilotage où fait partie aussi le gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc c'est un projet dont le cadre institutionnel a été mis afin de pouvoir régler et pallier au manque de réussite que nous avons eu quasiment les 40 dernières années. Les 40 dernières années, chaque fois malheureusement qu'on a tenté un très grand projet, ça ne s'est pas fait, ça s'est terminé de façon différente, mais souvent pas en succès. C'est comme ça qu'après multiples réflexions, le gouvernement central, depuis dans la suite, si je peux dire, de la non-réalisation du projet Kitoko, le gouvernement central autour de la primature s'est décidé à réfléchir sur comment faire pour que nous n'ayons plus les mêmes échecs, mais au contraire qu'on ait un succès. Le projet existe depuis quelle année? Le projet, il existe, il est institué depuis l'année 2024. Mais les analyses et les études qui ont permis à déboucher sur ce cadre institutionnel ont commencé en mi-2022. Et après ça, ça a dû passer plusieurs fois dans les commissions techniques, commissions de loi du gouvernement. Ensuite, c'est passé 2 fois, je pense, en Conseil des ministres. Donc, ça a suivi tout un cheminement légal, tout un processus de structuration pour mettre en place ce cadre institutionnel afin d'améliorer la gouvernance et d'assurer surtout la matérialisation de ce projet. Alors, je ne sais pas, mais
ce sont les colonisateurs qui ont construit la ville de Kinshasa. Et il y a un plan d'urbanisation de la ville qui existe depuis longtemps. Est-ce que pour mener à bien ce projet jusqu'à sa concrétisation, avez-vous pensé consulter ce plan d'aménagement de la ville de Kinshasa laissé par les colons? Oui, en fait, justement, déjà, ça fait bientôt 65 ans qu'on est indépendant. C'est assez dérangeant quand même pour une population avec multiples intellectuels qu'après 65 ans, nous soyons encore figés malheureusement sur la seule chose qui a été faite, c'est celle laissée par les colons. Excusez-moi si je pose cette question, c'est parce que aujourd'hui la ville de Kinshasa s'est développée sans tenir compte du plan d'urbanisation. Ce que vous dites est très bien. Et on a construit sur des sites où on ne pouvait pas construire. Et tout ça, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui à cause de ça. Et vous il y a des gens qui ont construit même sur des collecteurs et tout ça. Donc, vous faites très bien d'évoquer cela, puisque c'est la meilleure interpellation en fait. Vous m'interpellez, vous interpellez en une phrase, vous avez interpellé toute la République pour se dire le seul document d'urbanisation que nous avons, c'est celui que les colons nous ont laissé. C'est le seul. Alors, en sus de celui-là, je dois quand même préciser qu'il y a eu un autre document qui s'appelle le SOSAC, qui a été fait il y a une dizaine d'années, qui se base sur ce qui était déjà fait par les Belges, afin d'améliorer les conditions, le SOSAC et le PTDK, afin d'améliorer les conditions de mobilité dans la ville de Kinshasa. Alors, ces documents sont restés gérés au niveau provincial. Ils n'ont pas été tout à fait appliqués. Il y a quelques brides qui sont reprises aujourd'hui, comme les rocades viennent de cette amélioration du SOSAC. Mais je vais revenir justement sur le plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa, qui est la clé en fait. Évidemment. Pourquoi c'est la clé? Parce que ce plan d'urbanisation avait été conçu pour 1 million d'habitants. Voilà. Les Belges l'avaient conçu pour 1 million d'habitants. Aujourd'hui, on est plus de 17 millions. Donc, directement, l'un dans l'autre, il y a la question, la réponse et même l'urgence de se dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vivre sur un espace prévu pour 1 million d'habitants. On y vit à 17 millions et peut-être même plus. Nous avons, ça c'est la base. C'est le plan, c'est le point par lequel nous partons afin de pouvoir mettre maintenant en place cette nouvelle ville dont nous essayons déjà de prendre au niveau structurel du plan d'aménagement que les Belges avaient fait à l'époque. Il y avait des quartiers industriels, il y avait des espaces verts, il y avait des espaces touristiques, la zone administrative, commerciale. Donc, sur le principe, pour développer notre master plan, nous nous sommes basés sur ce même principe, tout en allant étudier aussi les autres nouvelles villes modernes comme le Caire, comme les extensions de l'Angola, de l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas voulu nécessairement prendre l'exemple en dehors du continent africain, mais on a pris ces exemples, Abidjan, comme des exemples que nous pouvions utiliser. Et à partir de ce plan d'urbanisation existant, à partir du SOSAC et du PTDK, on a tiré les leçons. Parmi les leçons que nous avons tirées, c'est que justement les Belges avaient gardé la commune de Maluku à la fois comme étant une réserve d'un côté touristique, mais aussi une réserve foncière. C'est de là que normalement tout devait se faire par la suite. Et je peux vous assurer que avec les descentes de terrain que nous avons faites avec toute l'équipe, nous nous sommes vraiment rendus compte que c'était une vraie réserve foncière parce que nous y avons un sol qui est même meilleur que celui que nous avons sur le Kinshasa actuel, qui s'avère être parfois marécageux. Là-bas, on a des zones vraiment solides. Et donc, voilà un peu, c'est notre base sur laquelle nous sommes arrivés à ce master plan qui est un exutoire. Alors, Monsieur Thierry, une préoccupation, c'est vrai tout ce que vous êtes en train de dire, il est impérieux que la ville soit déplacée avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers la ville de Kinshasa. Embouteillage par-ci, inondation par-là, la promiscuité. Alors, je voudrais savoir, d'après vos études, certes, les sols et les sous-sols, d'après la loi Bakajika, appartiennent à l'État. Est-ce que là où vous êtes allé pour que la nouvelle ville soit construite, avez-vous eu le temps de parler avec ces chefs coutumiers? Parce que, à ce que je sache, toutes ces terres sont occupées par les chefs coutumiers. En tout cas, les chefs coutumiers aujourd'hui, déjà, je les en remercie, sont quasiment nos premiers partenaires. Ils sont vraiment nos premiers partenaires parce qu'on a eu une très belle collaboration avec eux depuis le départ.
c'est le ministère des Affaires foncières qui nous avait orientés. Et une étude avait été faite, une étude d'identification des zones. Et par la suite, ensemble avec les chefs coutumiers, et je pense même juste à l'instant où nous parlons ici, nous avons une équipe à nous qui est ensemble avec les chefs coutumiers sur place à Maluku en train de faire des délimitations, de faire des enquêtes et certains audits fonciers. Et je peux vous assurer que c'est vraiment un vrai apport. Oui, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, mais il y a aussi des chefs coutumiers qui sont un peu comme des gardiens du temple que nous prenons en compte au quotidien et c'est avec eux que nous sommes en train d'établir. Par contre, ce qui est aussi essentiel, c'est que le ministère des Affaires foncières ainsi que les chefs coutumiers se sont arrangés pour nous orienter sur une zone qui était quasiment vide, afin de ne pas avoir dès le départ des problématiques d'expropriation et tout le reste. On est sur une zone qui est quasiment à 97-98% vide. Et ceux qui y sont, nous n'avons aucun programme de les y enlever parce qu'on va pour construire une ville. Alors si on trouve des gens, le but n'est pas de les déguerpir, mais c'est déjà notre première main-d'œuvre que nous allons utiliser. Et ensuite, au fil des années, on verra comment faire avec leurs petites bâtisses qu'ils ont déjà sur place. Alors, oui, les chefs coutumiers vous ont accordé des terres et tout ça, hein, avec bien sûr, enfin, sous la supervision du ministère des Affaires foncières. Et c'est quoi la superficie des terres vous accordez? Notre projet, la conception aujourd'hui du projet est sur 43 300 hectares. On était à 38 000. Nous avons dû rajouter 5 000 parce que le projet de la cité industrielle s'est agrandi considérablement. Donc les intérêts, comment je peux dire, les engagements au niveau de la cité industrielle, nous ne pouvions pas les refuser parce que c'est même ça le soubassement du développement, c'est même ça l'un des plus grands apports que la nouvelle ville va apporter à la ville de Kinshasa mais à tout l'ensemble du pays, c'est cette cité industrielle. Donc nous étions à 2500 hectares au départ de cité industrielle, nous sommes passés à 7500 hectares aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes à 43 000 hectares. 43 000 hectares, est-ce que vous avez déjà un plan? Oui, des types de maisons qu'on va y trouver comme résidence et tout ça, des infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires, des supermarchés, des espaces verts. Des universités. Des universités. Oui, très bien. On a déjà un plan. On a d'abord un premier plan, si je peux dire, général, une sorte d'avant-projet du master plan qui donne, sur base des résultats techniques, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les endroits qui ne doivent pas être construits, des endroits qui sont plutôt affectés à l'agriculture. Voilà. C'est ce que nous avons fait en premier, à partir des résultats d'études que nous avons fait. Nous avons notre zone, un agropole pour l'agriculture. Nous voulons faire une agriculture urbaine et servir de modèle pour l'ensemble du pays, puisque on voit bien que nous avons des terres agricoles arables partout. Donc nous avons réservé une zone agricole, nous avons réservé une trame verte et écologique où nous voulons vraiment passer ce message de l'écologie et du vert, parce qu'aujourd'hui on voit bien que dans notre centre-ville, on n'a quasiment plus d'espace vert. C'est assez contradictoire de partir en Chine, de voir des espaces verts partout, et de venir en RDC dans la capitale et de n'en voir aucun. Il y a des contrastes comme ça qui choquent quelque peu nos consciences et que nous voulons justement réparer dans cette nouvelle ville. Le socle de la ville sont les fondements de résilience, donc l'agriculture, les zones industrielles ainsi que le hub logistique avec autour du port qui sera fait, c'est l'écologie avec le tourisme, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, on revient directement au logement, on revient aux écoles, on revient aux universités. Juste pour vous dire, parmi les 2 premiers projets, puisque je suppose qu'on va y arriver, qui sont prêts à démarrer à ce jour, il y a une plateforme hospitalière. Voilà. On commence quasiment par ça, c'est parmi les tout premiers projets.
pour plusieurs raisons. Déjà, d'abord parce que ceux qui vont travailler là-bas ont droit aux soins, afin de respecter quand même certaines normes. Et cette plateforme hospitalière, je vous informe que va abriter le premier centre d'oncologie en RDC. C'est là qu'il y aura le premier centre d'oncologie en RDC. Donc il y a la plateforme hospitalière par laquelle nous démarrons. Il y a une cité intégrée avec une société. La plateforme hospitalière, c'est avec un consortium belgo-marocain. La cité résidentielle qui est déjà prête, c'est une cité résidentielle intégrée de 1000 hectares, mais 300 hectares sont déjà étudiés et transmis. Et dessus, il y a les premières écoles, les logements et il y a déjà un type de maison sur toutes les catégories qui est déjà prévu sur ces 300 premiers hectares. Donc ça, c'est pour répondre directement aux questions. Si je peux dire, des aspects de base, des infrastructures de base qui sont les écoles, les logements et les hôpitaux. Monsieur Thierry, selon le plan d'urbanisation, vous l'avez dit ici, Kinshasa a été construite pour abriter 1 million de personnes et la nouvelle cité sur 43 000 hectares sera construite pour abriter combien de personnes? Et ma deuxième préoccupation, les projets s'étendent pour combien d'années? Les projets pour combien d'années? Notre objectif, nous sommes en train de viser 4 millions d'habitants parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on va beaucoup plus en hauteur aussi. Donc il y a des zones qui seront essentiellement sur les logements en hauteur et il y a les autres zones où évidemment il n'y aura pas le droit d'aller en hauteur. Tout cela sera complètement régi. Donc notre objectif, c'est un mouvement de 4 millions. Même si les 4 millions n'habitent pas en permanence là-bas, ça peut être dans les 3,5 millions, mais il y aura les autres qui seront tous les employés autour des usines. Donc notre but, c'est de pouvoir mouvementer au moins 4 millions de personnes par là, par jour, et ceux qui vont y habiter. Alors, concernant la durée, nous avons, je veux dire, nous avons découpé le projet en, je peux dire, allez, 5 étapes, je ne vais pas dire 5 phases, pratiquement 5 étapes. La toute première étape, c'est 12 mois après. Voilà, nous sommes censés démarrer au mois de décembre 2024, de cette année, 2024, le mois prochain. Alors, nous avons comptabilisé 12 mois. Alors, on a un objectif à 12 mois, à décembre 2025. À décembre 2025, les objectifs sont de pouvoir sortir une partie de la cité industrielle avec les 380 premières usines, dans les 200 usines de matériaux de construction. Donc ça, c'est un point très important pour nous, afin de permettre à ce que le reste de la ville soit construit à moindre coût et de ne pas avoir, comme nous avons actuellement, 90% d'importation. Donc nous donnons une année pour sortir les premières usines de construction, sortir la plateforme hospitalière, démarrer la cité intégrée avec les Sud-Africains, démarrer la cité administrative avec un autre groupe chinois qui devra commencer aux alentours de août de l'année prochaine. Ensuite, établir déjà le transport fluvial. Parce que dans le cadre de la promotion de Maluku, de la promotion du projet, nous avons, avec une banque de développement et une société congolaise, développé un concept, un projet sur le transport fluvial de la baie de Ngaliema jusqu'à Maluku, en ayant des débarcadères tout au long du fleuve. Et ça va transporter beaucoup de gens et on pense que ça va aussi promouvoir et faciliter l'accès sur Maluku. Et ça va réduire aussi les embouteillages. Sérieusement, l'impact sera, on le sentira doublement. Dès le démarrage du projet d'extension de Kinshasa, je peux vous rassurer qu'on va le sentir dans la ville parce qu'il y aura 2 événements particuliers. Il y a le démarrage des travaux qui va prendre énormément d'emplois parce que dès le départ, nous avons déjà fait la demande pour 10 000 jeunes. Alors dès que vous voyez la majorité de ces jeunes qui descendent à Gombe pour chercher de quoi manger, ils n'auront plus besoin, ils préféreront aller à Maluku. Il y aura le petit centre de formation et après un mois il sait tisser son ferraillage. Ensuite il y aura le transport fluvial. Ces 2 événements qui vont se passer normalement dans les 6 mois après le démarrage du projet auront un impact, on va le sentir sans se rendre compte qu'il
quelque chose va déjà changer. Parce que de plus en plus, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, pour aller à l'aéroport, si je prendrais maintenant un canot ou bien une barge, ça va être beaucoup plus simple. Et il y a des débarcadères prévus dans chaque quartier. Donc, c'est un projet très important. Ce n'est pas des énormes projets, mais c'est des projets qui auront un grand impact. Donc, je disais à 1 an, 12 mois après, c'est ça notre premier objectif. Et on sait que c'est un objectif qui va être important puisque les emplois que vont générer à la fois les projets, mais aussi déjà les usines. Ensuite, on se projette à 3 ans. 3 ans après, donc à partir de maintenant, donc 2 ans après la première année, là, on est déjà en train de livrer les premières cités résidentielles. On est déjà clôturé probablement la base logistique. Et 80% normalement de la cité industrielle sur les 8 parcs industriels, 6 devront être clôturés. Donc, tout ce qui concerne les matériaux de construction, l'agroalimentaire, le recyclage, sont parmi justement les premiers qui devront sortir. Ça, c'est l'échéance à 3 ans. Alors, à 4 ans, on a maintenant certaines installations assez importantes là-bas. On espère déjà des déplacements. Mais à 3 ans, on commence à y habiter. À 4 ans, on commence à avoir déjà des déplacements sur la nouvelle ville. Et là, on clôture, si je peux dire, la première phase, qui est de 4 ans avec 3 étapes. Et là, maintenant, on va aux 2 phases que nous mettons quasiment à 4 ans et 2 ans, puisqu'on pense que c'est un projet qui tourne autour de 10 ans. 4 ans et 2 ans pour les 2 autres phases. Et dans l'entretemps, là, vous êtes concentré sur la concrétisation de ce projet, mais dans l'entretemps, il y a bien sûr, vous n'êtes pas dans les pouvoirs, disons, vous ne faites pas partie des décideurs politiques, bien sûr, mais je crois que au vu de ce projet, il y a quand même des travaux qui sont prévus pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes qui vivent dans les anciennes cités ici dans la ville de Kinshasa. Oui, non, parfaitement. Déjà, il est peut-être très essentiel de mettre un petit point. Vous savez, à l'accession de son Excellence, Monsieur le Président de la République en 2019, parmi ses premiers vœux qu'il avait émis de façon forte, c'était de construire une nouvelle ville arrimée à l'ancienne ville. C'était clair, c'était clairement dit. Et durant, je pense, toute l'année 2019 et 2020, plusieurs fois, il avait martelé et ça faisait même partie du programme avec tous les logements qui étaient prévus. Donc aujourd'hui, l'objectif, évidemment, nous sommes un organe hautement technique, mais nous devons respecter un agenda politique. L'agenda politique, déjà, je pense que nous sommes et serons parmi les meilleurs élèves. Déjà, ce projet, je vous rassure, prend quasiment 3 engagements du programme gouvernemental et 2 initiatives. Donc, quand vous regardez tout ce que nous mettons en place, ça respecte déjà ce plan-là. Deuxièmement, au niveau de l'impact, il y a plusieurs catégories de gens qui doivent être logés là-bas. Il y a d'abord la plus haute catégorie. On peut mettre en place là-bas justement des logements officiels. Comme vous le savez, la majorité des officiels aujourd'hui n'ont pas de résidence officielle. Pour la plupart sont dans des résidences privées. On peut mettre un quartier, c'est prévu, un quartier de résidence officielle. On va y mettre évidemment plusieurs institutions, des secrétariats généraux par exemple. Pourquoi pas pourquoi pas déplacer aussi les gouvernorats? Le gouvernorat, et on a prévu une cité de la ville qui est avec le gouverneur, une cité de la ville où on sait très bien que beaucoup de services du gouvernorat manquent de bureaux suffisamment. Le gouvernorat peut être là-bas, les ministères provinciaux, dans leurs propres bâtiments. Ça aura un impact sur la population assez forte. Et aussi, nous prévoyons justement par rapport à ces gros investissements, parce qu'il faut savoir que notre modèle de financement, de réalisation, c'est beaucoup plus basé sur du partenariat public-privé. Alors, nous sommes en train déjà de discuter, avant déjà conclu avec certains de nos gros partenaires qui sont
quasiment tous de renommée mondiale, ce qui fait qu'ils sont très enclins à tout ce qui est responsabilité sociale et sociétale. Et nous voulons un pourcentage dans chaque projet qui va servir justement aux plus démunis, voilà, à toute la responsabilité sociale et sociétale, pour avoir des logements entre guillemets sociaux qui vont découler de ce projet. Okay. Et en dernier lieu, il y a les arrangements avec les entreprises, les grandes entreprises, afin de pouvoir obtenir des partenariats avec ce que nous mettons en place comme convention de collaboration, comme financement, pour que les travailleurs, eux, aient leur maison, et après les entreprises, elles s'engagent sur une longue durée, 10-15 ans, ce que nous sommes en train de négocier. Merci beaucoup, M. Thierry Katembe, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que l'essentiel a été dit, vous avez fixé l'opinion sur la faisabilité de ce projet d'extension de la ville de Kinshasa. Et nous allons nous dire au revoir. Vous avez un autre mot à ajouter ? Déjà, une fois de plus, je vous remercie de cette occasion. C'est un honneur, un plaisir, tout est mélangé, un devoir aussi, ensemble. Le dernier mot, c'est que je peux dire, c'est que ce projet est une nécessité urgente aujourd'hui. Voilà. On en est conscient. Au quotidien, notre rythme de vie ne tient qu'à ça. C'est un projet du gouvernement. C'est un projet qui restera, je pense, dans l'histoire, parce qu'après les Belges, ça sera la première réalisation d'urbanisation de cette taille. Et voilà, c'est le nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sera inscrit pour les prochaines générations. C'est l'histoire de toute une vie. Et ce gouvernement aussi aura été celui qui aura permis ce démarrage. Donc, nous ne sommes que des acteurs sur terrain, des techniciens. L'histoire passera, mais les dirigeants, ça restera gravé dans la pierre, que voilà, ça s'est fait en telle année, avec telle personne. Et aujourd'hui, vous voyez, 65 ans après, on se rappelle encore du plan d'urbanisation que les Belges ont laissé. Je pense que nos petits-enfants seront très fiers de savoir qu'ils auront eu des autorités qui ont prévu l'avenir. Et cet exemple de l'extension de Kinshasa, l'objectif, c'est que ça puisse être après repris, peut-être à plus petite échelle, mais dans les différentes villes du pays. Parce que le développement se définit par la qualité de vie que nous menons, et ces développements de villes ont un impact important sur les milieux ruraux autour, qui créent aussi de la modernisation. Donc voilà ce que je peux dire pour la fin, et prochainement, j'espère vous recevoir sur site quand nous aurons démarré des travaux. Merci beaucoup, ce sera avec plaisir. Je crois que vous avez bien fait de conclure en disant que ça peut servir de modèle pour la construction de nouvelles villes sur le territoire national, parce qu'aujourd'hui, nous avons de nouvelles provinces qui sont nées avec des chefs-lieux qui doivent vraiment ressembler à des villes. Vous comprenez? Mais alors, si vraiment nous nous regardons en face, nous ne pourrons pas considérer certains chefs-lieux de nouvelles provinces comme des villes. Alors il est grand temps pour qu'on puisse y penser. Il faudra que nous ayons des villes modernes sur le territoire national. On a perdu assez de temps comme ça. Mais je crois qu'avec la vision du chef de l'État, de grands travaux se feront dans ce pays. Congo, beau pays, au beau cœur de l'Afrique, le Congo a grandi dans la nuit. L'Afrique, elle aussi, l'abus du colonialisme l'avait rendu infirme. Mais belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il envie. L'Afrique se réveille, se déchire la couverture, elle voit tout d'un merveilleux.